Guéna s'en va aux Palourdes, ce n'est pas pour faire semblant. Je choisis où je veux aller, quand je veux aller, et je rentre quand je veux. Mais en général, il faut quand même faire une moyenne de 20 kilos par jour, en général. Donc on les trouve là. Ouais, qu'à servir, ouais. C'est l'un des meilleurs coins, j'aime bien. Bon, c'est pas pour faire des grosses quantités, hein. Moi, j'ai commencé à faire la palourde à l'âge de 9 ans. J'ai 27 ans de métier. C'est mon père qui m'a montré comment faire. Si le mauvais temps, il y a du mauvais temps, j'ai pas envie d'aller, bah, je vais pas. Qu'est-ce qu'il y a encore qui est bien? Je choisis où aller travailler, c'est surtout ça. C'est surtout la liberté qu'on nous donne encore dans ce milieu pour l'instant. C'est ce que je dirais, moi. Ce que je recherche, c'est plutôt ça. De la grosse, voilà, cette taille-là. Voilà. Voilà, elles sont bien en chair. Ici, on est 30 à pêcher. Alors, la rivière d'Etel, c'est égal au mini-golf du Morbihan. Hein. C'est un mini-golf, en fin de compte. Hein. Vous avez des petites îles, vous avez du courant, vous avez des basses mers, des marées hautes, comme le golfe du Morbihan. C'est donc une ria, une rivière où l'eau douce aurait laissé entrer l'eau de mer. Une vallée fluviale avec de multiples méandres, où les paysans seraient des marins et les gens de mer, des gens de terre. La ria d'Etel est à multiples facettes, tantôt constellée d'îlots, de criques, de forêts et de champs cultivés, tantôt si proche du large. Secrète, la ria d'Etel brouille les pistes, gomme les frontières. C'est la campagne à la mer, ou la mer à la campagne. C'est selon. Comme avec Guéna aux Palourdes, aux huîtres, quand la marée est basse, il n'y a pas de temps à perdre. D'aimer faire ce boulot de bagnard. Je sais pas, moi, c'est toujours une grosse satisfaction de voir. Moi, je suis en train d'imaginer que les huîtres, elles vont se sentir bien dans leur peau. Elles vont pouvoir se développer. À une dizaine de kilomètres du rivage, Tiphaine et Jean-Noël, éleveurs d'huîtres, des fidèles de la ria. L'ostréiculture s'est toujours développée dans des baies, dans des estuaires, dans des rias. À l'origine, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est là où tu as les plus forts apports de nourriture. Le premier maillon de la chaîne alimentaire entre la terre et la mer, quoi. Ça s'appelle le chenal de l'Istrec ici. Istre en breton, ça veut dire une huître. L'endroit ici s'appelle la pointe de l'Istrec. En face, le village s'appelle l'Istrec. Quand la mer descend et quand la mer monte, on est dans un des endroits où il y a le plus de courant. Et s'il n'y avait pas ce courant, il n'y aurait pas tant que ça de plancton à circuler, on ne pourrait pas faire l'élevage de toute façon. Tu vois, s'il n'y avait pas de courant, tu vois la vase qu'il y a là, jamais elle s'en irait. Au bout d'un certain temps, ça serait trop sale, on serait obligé de venir avec des motopompes, de laver. Et le courant nettoie ça naturellement. Jean-Noël a toujours vécu dans le monde des huîtres. Pas Tiphaine. On varie les tâches pour éviter qu'on s'ennuie ou qu'on ait trop mal au dos aussi, parce que la répétition, ça peut être assez usant. Dans ma vie d'avant, c'était plus un roulement quotidien qui était toujours le même, une sorte de train-train. Ici, il n'y a pas une journée qui se ressemble. C'est tout le temps différent. C'est un voyage. On ne sait pas dans quel monde on va, on ne sait pas vers où on va, tout est aléatoire, on ne sait pas si ça va pousser, on ne sait pas si ça va claquer, on sait rien. Donc on peut juste dire, on met les huîtres en condition pour qu'elles soient les mieux possibles, mais après il y a tout ce qui est extérieur, donc on ne maîtrise pas. Quand elle parle de l'extérieur, Tiphaine pense sans doute à l'entrée de la ria, ce goulet que l'on appelle ici la barre, la fameuse barre d'Etel, là où passent au gré des marées des milliers de mètres cubes d'eau salée, sans lesquelles les huîtres ne grandiraient pas aussi bien. Tous les jours depuis des dizaines d'années, Pierre Guéguin lui franchit la barre
dans les deux sens pour aller relever ses filets plus au large. Le souci ici pour les marins, c'est de ne pas se faire piéger par les vagues. Le plus dangereux, c'est de rentrer. Une fois que vous êtes sorti, parce qu'avec la houle, quand la houle vous prend par l'arrière, vous n'êtes plus manœuvrable. Et là, on tombe. Là, on vient de le passer. Le mystère de la barre d'Etel, c'est cet énorme banc de sable qui se déplace à sa guise et rend l'entrée et la sortie de la ria incertaines et risquées. De 7 mètres, on tombe à 3 mètres 20. Ouais, on monte à 3 mètres 20. 2 mètres 80. Là, on l'a passé, là. On voit que c'est plus jaune. La mer, on voit pratiquement le fond. Avec des profondeurs aussi changeantes, des vagues imprévisibles peuvent se former. Vas-y. Un phénomène naturel qui n'interdit pas de naviguer pour le plaisir. Attention, c'est parti. Au beau jour, Olivier et Maël aiment sortir avec leur voilier de 8 mètres dans ces eaux tumultueuses. Voilà. Une manière d'affûter leur talent de navigateur. Celle-là, peut-être. Voilà, c'est bon. Choc, choc, choc. Régulièrement, les deux hommes expérimentés viennent ici s'entraîner à manœuvrer dans des conditions particulières. Regarde si on va pas trop loin quand même. Et après, on repart côté rivière. Là où il faut savoir jouer avec beaucoup d'éléments à la fois. Le vent, Là-bas, c'est pas mal, les mais courants, faut pas aller trop près. la marée. Tiens, celle-là. Hop. Non. C'est en haut de la vague, c'est là le. Prendre de la vitesse d'un coup, là, c'est une bonne sensation. Ouais, donc en faisant plusieurs allers-retours, bon, on prend pas trop de risques et on passe pas le banc de sable, quoi. Et surtout qu'au fond au creux de la vague, souvent il n'y a pas d'eau, il y a du sable. Donc là, c'est là qu'on vient avec un gros voilier talonné. Et là, il peut y avoir de la casse, même chavirer, quoi. Bon, on fait demi-tour, on va virer. 3, 2, 1, ça vire. Cet après-midi, Olivier et Maël se rendent vite compte que les conditions de mer changent. Le vent est en train de forcir et de tourner. Bon, après, il faut essayer de rentrer sur Etel, ça c'est notre problème. On va repartir au milieu de la rivière, parce que sinon on va arriver sur la plage et c'est moyen. Les vagues grossissent Il y en a une qui arrive direct là. et commencent à rendre le cap hasardeux. Il faut aussi éviter de rester au milieu de la barre et du dangereux banc de sable. On va être obligé de revirer là, parce que sinon on se rapproche trop près de la côte. Tu me dis Maël, ça c'est bon. Vite, vite, vite. Allez, on y va, on y va. On a touché. On a touché, bord à bloc. Putain, ça va fort. On va être obligé d'empanner. On y va. Je peux rien faire, je suis à fond. Là c'est la couille, là c'est la couille. Je peux pas. Ah bah là on abandonne. On abandonne. Oh, c'est bon. Allez, on se barre. À terre, on appelle ça une sortie de route. Il n'y avait pas 36 solutions. Sans paniquer, ils ont échoué le bateau sur le sable. Bilan, une voile déchirée. Et surtout, de quoi alimenter la réputation sulfureuse du site. Encore un sale coup de la barre d'Etel qui fait toujours parler d'elle. Pas un hiver, pas un printemps, pas une saison, sans qu'un navire de plaisance n'y soit retourné, causant de grandes frayeurs à ses occupants. Quant au voilier d'Olivier et Maël, il sera déséchoué plus tard par la vedette de sauvetage de la SNSM. D'autres ont connu des sorts plus dramatiques, à commencer par ces marins bénévoles partis dans les années 60, au secours du navigateur Alain Bombard
et de son équipe prise au piège de la barre lors d'un test de canot pneumatique. Bilan, près d'une dizaine de morts. Pierre fait partie de cette génération qui a connu le drame d'Etel. J'avais 16 ans à cette époque. Et bon, c'était un événement. On était venu voir les essais de bombard. Puis on a assisté au chavirage. Et après, au chavirage du canot de sauvetage. Il a pris trop de risques. Il pensait que son bateau allait tenir. Mais bon, il y avait un gros problème dessus, quoi. Mais ce qu'il y a, ça a permis par la suite de sauver quand même pas mal de gens avec le canot. Hein. Ah oui. Oui, parce que avant sur les bateaux, il y avait que des baleinières. Donc ça cassait, ou ça coulait. Mais bon, c'était quand même une grosse avancée au niveau de la sécurité. Pierre est passé par là des centaines de fois. Il s'est aussi fait des frayeurs. Il en a gardé une extrême prudence. C'est la puissance de la houle et du vent du large contre la puissance du courant de la rivière. Et là, bon, ça régule, quoi. Si vous avez longtemps des tempêtes de l'ouest, automatiquement le banc il va rentrer en rivière. Ce qui s'est passé cet hiver. Quand l'Atlantique est en furie, la barre d'Etel est fermée à la navigation. Depuis le naufrage d'Alain Bombard, il existe à l'entrée de la Ria un sémaphore civil qui indique où se situe le banc de sable et par là où les bateaux peuvent éventuellement passer. L'hiver 2014, avec la série de tempêtes qui s'est abattue en Bretagne, pendant des semaines, la barre a été fermée. Même au fond de la Ria, phénomène rare, la mer ne descendait plus, comme s'il n'y avait plus eu de marée. Mais tout est rentré dans l'ordre. Les poches d'huîtres sont à nouveau réapparues. Tiphaine et Jean-Noël ont repris le travail. Les ostréiculteurs de la Ria d'Etel ont retrouvé leurs marques, leurs habitudes, dans ce territoire où mer et rivière se confondent. Ben oui, c'est la mer. C'est la mer. Le paradoxe, c'est qu'on ne sait pas trop au niveau administratif comment c'est prévu, parce qu'en fait, tu n'as pas de carte marine à partir du Pont-le-Roi. En amont du Pont-le-Roi, il n'y a pas de carte marine. Alors on dépend de quoi? De la réglementation fluviale ou de la réglementation maritime? Mais c'est que de l'eau salée. Hein. Mer, rivière, après tout, qu'importe. Au beau jour, la Ria se transforme. On en oublierait les affres de la barre et les duretés du métier d'éleveur d'huîtres. Un attrait symbolisé par cette maison de gardien. Un minuscule îlot face au village de Saint-Cado. Problème, comment faire cohabiter ces deux mondes? Les visiteurs et les professionnels. Eh oh! Vous êtes sur un parc là, madame? C'est souvent un signe de période de difficultés économiques. Quand il y a des difficultés économiques, il y a de plus en plus de monde à la côte à venir pêcher parce que c'est quelques reports en plus, y compris pendant l'été pour les gens qui viennent en vacances. Les années compliquées économiquement, il y a plus de pêcheurs à pied. Jamais ils n'ont croisé autant de nouvelles têtes. Les touristes, il en faut. Hein. Ah oui, hein. Ça, nous, au contraire, hein, on est content quand il y a du monde l'été. Hein. On aurait plus de monde si les gens de la météo disaient qu'il faisait toujours beau en Bretagne. Oui, les gens ils n'auront pas pour les poser. À leur initiative, les ostréiculteurs de la Ria d'Etel ont collectivement choisi de baliser les chenaux
des dizaines et des dizaines de tuyaux verts et rouges pour que les novices s'y retrouvent dans ce dédale. Nous, on connaît très bien nos parcs, c'est pas le problème. Le problème, c'est les touristes qui s'égarent. On se préoccupait peu du chenal parce que nous, on savait où passer. Mais le trafic a tellement évolué que maintenant, il faut qu'on balise proprement parce que, les gens ne savent pas. Puis il faut que ce soit clair, quoi. Parce qu'il y a des tas de gens qui ne connaissent pas le coin. Donc, le mec qui loue un bateau, qui remonte la rivière, il faut qu'il s'y retrouve assez facilement. Ce sentiment de tranquillité, cette alchimie particulière, ce charme propre à la ria font que les gens s'y attachent. Jean-Noël n'en finit pas de redécouvrir sa ria. Grâce à Tiphaine, via un blog sur Internet, elle fait connaître le métier et son environnement. Elle jette un autre regard sur ce monde que Jean-Noël arpente depuis près de 50 ans. J'ai toujours vécu ici, j'ai toujours voulu faire ce métier-là et j'ai toujours donc entendu un discours lié à la profession, très professionnel et très technique. Et Tiphaine arrive avec un regard complètement nouveau qui me fait voir beaucoup de choses sous un angle complètement différent. Il y a plein de choses qui sont nouvelles, qui restent nouvelles, même si on refait le même geste ou la même chose chaque jour, il y a toujours un élément qui s'ajoute et qui donne envie d'être dit, quoi, d'être transmis. Ça, c'est des photos... moi, j'aurais jamais pensé ça naturellement, quoi. On dirait un dessin, une imprimerie. C'est quand même un lieu de travail exceptionnel qui continue de nous influencer à la fois par sa beauté et sa richesse. D'autres secrets sont réservés à ceux qui mettent la tête sous l'eau, longtemps. Ils viennent de partout, surtout au printemps, quand sous l'eau comme au sol, la nature change de visage et de couleur. On est à 500 mètres de l'embouchure. C'est pour le plaisir de regarder en fait l'évolution de la vie sous l'eau, quoi. En fait, comme ça fait très longtemps qu'on vient ici, on connaît bien le site, on connaît bien les espèces qu'il y a. Et voilà, c'est la participation des amateurs à la science. Un autre visage de la ria se dévoile maintenant, par quelques mètres de fond. Tout au long de la rivière, il existe plusieurs sites de plongée pour des dizaines d'amateurs et une faune, une flore exceptionnelle. Donc toutes ces variétés, si elles arrivent à s'installer là, c'est vraiment qu'il y a des bonnes conditions de survie, d'installation et des bonnes conditions pour la reproduction pour les générations suivantes. Donc forcément, c'est qu'il y a suffisamment de nourriture pour tout le monde, quoi. Toute la ria, en fait, sur un site de 50 mètres, on va avoir une prairie de zostère, un tombant rocheux, un fond de cailloux, c'est très varié. Cerise sur le gâteau, l'hippocampe. Tout au bout d'un ultime bras de mer, il existe la commune de Locoal-Mindon, connue pour sa formation musicale, son bagad. Sur les grosses caisses, comme sur les t-shirts des musiciens, des hippocampes, l'animal emblématique de toute la ria. Un signe d'union dans ce pays où la mer et la terre cohabitent aussi en musique. C'est pour ça que ça s'appelle le bagad Roncette-Mour. Roncette, c'est les chevaux, et Mour, la mer, quoi. Et ils ont mis un hippocampe, parce que les Roncette-Mour, c'est des chevaux de mer, quoi. Mais c'était pour bien marquer que Locoal-Mindon, Mindon, c'est les terres, c'est
c'est l'agriculture, etc. Et Locoal, c'était la mer plutôt, les ostréiculteurs, etc. quoi. C'est vraiment une commune à deux faces, quoi. Gilles Servat, poète, écrivain, chanteur, connu depuis 40 ans grâce à son tube. La voilà, la blanche hermine, vive la mouette. La Blanche Hermine. Sa chanson devenue une sorte d'hymne. Mais la France a dit youpi aussi. Hein. Je trouve ça formidable, justement. Ni paysan, ni marin, Gilles Servat s'est installé au bout de cette ria il y a quelques années. Il y a pris racine et s'y sent en harmonie. La rivière, moi quand je suis arrivé ici, c'était la rivière d'Etel, c'était pas la ria, quoi. Et en breton, c'est Maurintel, c'est la mer d'Etel. Maur, c'est la mer, et c'est pour ça que j'aime bien habiter dans le Morbihan, parce que c'est le seul département qui n'a pas un nom français. Morbihan, c'est la petite mer. C'est les gens qui m'ont amené ici. Les gens d'ici qui m'ont amené ici, voilà. J'ai rencontré ma femme, et puis, mais j'étais déjà venu avant, et je sais pas, c'était l'esprit des gens d'ici, de Locoal-Mindron. Moi, ce qui me plaît, c'est les gens qui se la pètent pas, voilà. Voilà. Et je trouve qu'ici, ils se la pètent pas. Avec son éternel panier surfant sur la vase, on retrouve Guéna, la ramasseuse de palourdes. Je préférais 2 heures là que 2 heures à travailler sur une chaîne ou bien dans un bureau. Au pays des grandes marées, des ciels changeants et des gens qui ne se la pètent pas, la ria d'Etel ne demande pas grand-chose, juste rester discrète. Un petit coin de Bretagne Sud, dans l'ombre du prestigieux golfe voisin, où là-bas, il n'y a pas de bar à franchir quand on vient en bateau.